Bonjour Monsieur Plocardasac. Bonjour Diane. Bonjour Paul. Carsac. Alors vous faites, c'est je crois que la première fois que vous venez pour nos entretiens. La deuxième. La deuxième. Oui. Deuxième. Le premier remonte à l'année dernière. Donc c'est bien tombé que vous soyez venu à Paris. Tout à fait. Très Avec grand bien. plaisir. Très bien, bien. Il est partagé. Merci. Alors nous commençons nos questions d'entretien par une question de vote aux européennes. Qui allez-vous nous recommander? Bon, eh bien, je vais commencer par dire quels sont les impératifs. L'impératif est que la liste La République en marche, donc de Macron, ait le moins de voix possible, et si possible qu'elle arrive en troisième position, ce qui marquerait bien tout de même le rejet. Alors, bon, à partir de ce raisonnement-là, quelles sont les listes possibles pour lesquelles on pourrait faire voter et qui pourraient justement occuper le plus l'espace médiatique au détriment de la République en marche? Alors, il y a deux possibilités. Il y a le Front National, ex-Front National, Rassemblement National, et il y a la liste des Républicains avec François-Xavier Bellamy. Bon. Alors, en ce qui concerne François-Xavier Bellamy, il est évident qu'il a l'handicap de représenter les Républicains, qui sont tout de même pas notre tasse de thé. Mais enfin, quand on regarde l'échiquier politique, ce sont pour nous, sur notre gauche, ceux qui sont plus à droite. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. On ne peut pas en dire autant du Front National. Je vais vous lire une des dernières déclarations que j'ai trouvées au sujet du Front National. Ah bon, alors, petit rappel, vous savez très bien que les principaux lieutenants de Marine Le Pen, Louis Alliot, son compagnon, donc une situation évidemment maritale pas très classique quand même, et Maître Gilbert Collard, franc-maçon. On sait très bien qu'ils sont tous à plat vent devant le judaïsme et sioniste. C'est tout même pas tout à fait très proche de notre démarche nationaliste. Et puis alors, tout dernièrement, une déclaration d'un des cadres importants du Rassemblement national, Jean-Richard Sulzer, qui existait déjà du temps de Jean-Marie Le Pen lui-même, juif, membre du Conseil national du Rassemblement national, président du Cercle national juif France-Israël et proche de la Ligue de défense juive, qui a déclaré ceci tout dernièrement. Il se vantait, je cite, « La liste Rassemblement national n'abrite aucun candidat sulfureux. » Suivez mon regard. Bien au contraire, la liste Bardella, puisque c'est celui qui représente un petit jeune, je n'ai rien contre les petits jeunes, mais enfin, c'est le contenu qui ne me plaît pas, comprend de très grands amis d'Israël et de la communauté juive. Donc voter pour la liste du Rassemblement national, c'est voter pour Israël. Alors bon appétit. Bon. Donc c'est un parti national-sioniste, ce qu'on peut appeler un parti de l'étranger. Alors pour en revenir à François-Xavier Bellamy, il y a une chose qui m'avait frappé, et on en a parlé dans notre dernier entretien du mois dernier, rappelez-vous. Vous m'aviez posé une question parce que je crois que vous aviez été choqué d'une présentation que les médias avaient faite de lui avec des déclarations qui évidemment ne pouvaient pas nous plaire. Moi-même, j'avais été un petit peu choqué, et puis tout de même, je ne me contente pas comme ça, à première vue, de la première déclaration médiatique, et je suis allé creuser un petit peu. Et je me suis aperçu que François-Xavier Bellamy avait protesté contre la présentation frauduleuse de certaines positions qu'il avait complètement transformées et renversées.
Et je vais vous citer ce qu'il a dit, donc je vais redire ce que j'avais dit lors du dernier entretien, parce que c'est cette déclaration qui nous a fait décider de recommander de voter pour lui. Voilà. Alors, il commence comme ça, c'était, je crois, un petit peu décalé par rapport au reste. Je ne crois pas à la vision proposée par Emmanuel Macron, qui consiste, en gros, à dire que dans la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, l'époque des États-nations est terminée et que l'Europe devienne un grand ensemble auquel nous allons transférer notre souveraineté. Donc, son cadre, la nation. Ce qui veut dire Europe des nations. Alors, quand on lui dit il est européiste, oui, mais il faut savoir ce que ça veut dire aussi. Parce qu'on peut être européiste de différentes façons. Donc, Europe des nations, moi, ça ne me dérange pas. Nous, ça ne nous dérange pas. Et alors, il s'est rendu compte qu'on lui mettait sur le dos un certain nombre de déclarations, comme pour dégoûter ceux qui seraient tentés de voter pour lui, de voter pour lui. Et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il disait. Je découvre ce soir avec étonnement une dépêche relatant en quelques lignes les échanges que j'ai eus hier avec des journalistes et qui va manifestement contre le sens de mes propos. Donc, c'est clair et net. J'ai redit, comme je l'explique, sans discontinuer, depuis des semaines, qu'il ne peut y avoir une souveraineté européenne puisqu'il n'y a pas de peuple européen. C'est exactement notre position. C'est la critique que je fais notamment à la clique de la Nouvelle Droite, qui sont européistes, qui veulent un État-nation, mais il n'y a pas d'État-nation européen. Il n'existe pas. Donc, là encore, il n'y a aucun inconvénient pour nous. Et j'ai rappelé combien, donc c'est lui qui continue, j'ai rappelé combien ce point me distingue radicalement de la vision évoquée par Emmanuel Macron dans plusieurs de ses discours qui décrivent un projet clair de dépassement des nations. Et encore, il marque bien la nation. C'est même fondamental. Et il poursuivait, j'ai indiqué qu'à mon sens, il ne pouvait y avoir de démocratie européenne parce qu'il n'y avait pas de peuple européen. Et qu'aucune décision politique ne pouvait faire exister un peuple unique au mépris de la lente maturation de l'histoire, des cultures et des langues qui font la belle richesse de l'Europe dans la diversité des peuples qui partagent en elle une civilisation commune. Je ne comprends pas que l'on puisse tirer de ce raisonnement très clair une conclusion inverse à celle que je ne cesse de défendre depuis plusieurs semaines. Il faut aussi remarquer qu'à chacune de ces interventions, il revient régulièrement sur les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Est-ce qu'on entend la même chose du côté de Marine Le Pen ? Du tout. Est-ce que c'est pas de la démagogie de sa part ? De sa part ? Évidemment, ceux qui sont contre tout, qui sont pour cela l'abstention parce qu'ils restent dans leurs petites pantoufles, sans se déranger, ils laissent passer l'histoire, sans intervenir. Il est évident qu'il peut nous tromper. Pour l'instant, on est obligé de se fier aux déclarations des uns et des autres. On a d'un côté les déclarations de Marine Le Pen et de ses lieutenants, et de l'autre côté les déclarations de François-Xavier Bellamy. Mais en plus de ça, pour nous aider dans notre décision et notre raisonnement, quand vous regardez sur les médias l'attitude des médias vis-à-vis de Marine Le Pen et de son clan et vis-à-vis de François-Xavier Bellamy, on voit très bien que tout est fait sur le plan médiatique, donc par le pouvoir, pour pousser en avant Marine Le Pen. L'obsession de Macron, c'est de reconstituer le schéma de 2017 au présidentiel. Lui contre Marine Le Pen. D'ailleurs, Bellamy a déclaré que le Front National ne sera jamais qu'une impasse pour les électeurs qui se tournent vers lui, en tant que formidable machine à empêcher le renouveau et à maintenir en fonction les tenants de la déconstruction.
Je suis entièrement d'accord. Il faudrait que les électeurs Entièrement du Front d'accord. National comprennent ça. Entièrement d'accord. Donc quand on voit, alors, à ceux qui disent « Ah oui, mais ils sont tous pareils, etc., c'est pas la peine de se déranger », je leur dirais, écoutez, c'est facile de dire ça. C'est un procès d'intention. Vous n'êtes pas dans sa conscience. C'est évidemment un pari. Mais si vous ne votez pas pour lui, ou même à la limite pour le Front National, c'est le boulevard ouvert pour Macron à nouveau. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Alors venez pas pleurer après. On peut également rappeler que tout dernièrement, ces derniers jours, François-Xavier Bellamy a fait un voyage symbolique à Athènes pour, je cite, rappeler les racines de l'Europe. Tout à fait. Donc à la fois les racines Tout à chrétiennes, fait. mais aussi J'allais y les racines venir. Et alors, grecques. tout dernièrement aussi, il y a eu un entretien qui a été élaboré par Valeurs Actuelles entre lui et Jacques Attali. Alors, et c'est là que c'est intéressant parce que ça a été très subtil de sa part. Il a bien recadré les choses au point de vue de l'héritage, notamment justement romain et grec de l'Europe. Il est revenu sur les racines chrétiennes, ce contre quoi le cher Attali a essayé de lui rappeler que non, c'était les racines juives et musulmanes. Judéo-chrétienne et musulmane, c'est vrai. Exactement. Toujours la même tactique des juifs de se servir du monde musulman contre nous. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas trop dupes, les musulmans, parce que je ne crois pas que Attali les aime beaucoup. Mais il essaye de s'en servir. Donc voilà, c'est le raisonnement, c'est cet ensemble de raisonnements, de faits, de choses. C'est comme pour Fillon. À chaque fois, quand ça me semble une carte à jouer sur notre gauche, j'étudie les déclarations et en fonction de ce que j'ai pu entendre avec mes collaborateurs de ces déclarations, on prend notre décision et voilà notre décision. Donc on votera et on fera voter pour François-Xavier Bellamy. Donc dans le meilleur des cas, ce serait Bellamy en premier, deuxième Front National. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Et alors là aussi, c'est bien de soulever ce truc-là parce que indirectement, quand on regarde les sondages, là encore, tout est fait pour pousser en avant le Front National, et tout est fait pour laisser entendre qu'au fond, Bellamy n'a aucune chance. Pas la peine, il est à peine à 15% et encore, etc. Il n'y a qu'à écouter les commentaires des journalistes. Puis il faut se rappeler aussi, durant les primaires de la droite, Fillon était donné perdant 3e, 4e homme, et au final, il est passé au... il était premier. Et non seulement il était premier, mais il faut voir les scores misérables de Juppé et de Sarkozy. Ça a été ridicule. Donc, visiblement, dans ce public de la droite républicaine, ce qu'on appelle la droite libérale, il y a tout de même un public, en plus de ça, il y a différentes branches. Or, François-Xavier Bellamy, d'où vient-il? Il vient de la Manif pour tous. Oui, c'est lui Il vient de la Manif pour tous, qui s'est transformé en partie sur le plan politique par les... Comment il s'appelle déjà? Sens commun. Sens commun, exactement. Donc c'est vraiment la droite des Républicains. On lui reproche aussi ses propos anti-avortement, là. Donc, mais bien entendu, si justement les médias font la petite bouche, essayent de laisser entendre qu'il n'a aucune chance, etc., c'est pas leur homme. Sans compter aussi... leur homme. Et je regrette beaucoup. Bon, vous savez très bien que j'ai fait voter Fillon, que j'ai eu une correspondance avec lui, mais je constate que les prises de position de Bellamy sont plus à droite que celles de Fillon. Ah ouais. Il suffit de voir aussi les réactions internes à l'intérieur des Républicains, notamment l'aile gauche comme Valérie Pécresse ou comment il s'appelle, Estrosi. Estrosi, bien entendu, c'est le planche pourri d'Estrosi, c'est invraisemblable. Et alors, Xavier Bertrand, je ne sais plus s'il est encore au... Non, il est parti. Il est parti depuis l'élection de Wauquiez. Oui, vous avez raison, j'en étais pas sûr. Ouais, non, tout à fait. Donc voilà, ce sont tous ces points sur lesquels on s'est appuyé pour prendre notre décision. C'était
c'était d'ailleurs, excusez-moi, c'est d'ailleurs les mêmes Bertrand, Estrosi et Pécresse là, qui s'étaient tout liés pour vraiment mener une campagne contre François Fillon. Ah, mais tout à fait, ils ont fait partie du complot, ouais. ça, encore. Puis de toute façon, alors Pécresse, je sais pas là, mais Bertrand et Estrosi, on sait qu'ils sont affiliés à la franc-maçonnerie. Mais bien entendu, la maçonnerie, alors, des féaux d'Israël. Voilà. Pour répondre à votre question, bon, la réponse a été un petit peu longue, mais enfin, je voulais bien argumenter, que l'on sache. Et alors, j'espère que certains comprendront, contrairement à ceux qui n'avaient pas compris à propos de Fillon, ce qui nous a valu d'avoir Macron. Et je ne vais pas les en remercier. Oui, donc justement, on faisait allusion à Fillon. Il va finalement être poursuivi en correctionnel après 2 ans d'attente. Quelle est la signification de cet acharnement, selon vous ? Bon, je pense que c'est toujours la même chose, ils craignent son retour. Et bon, ce que je regrette avec Fillon, c'est qu'il a été d'une imprudence invraisemblable, il s'est très mal défendu, il a très mal choisi ses défenseurs, et ça c'est tout de même embêtant pour un homme politique. Je vais vous faire un curieux rapprochement, qui peut paraître surprenant à première vue. Quelle est la différence entre Louis XIII et Louis XVI ? Louis XIII a consacré la France à bon, il y a ça évidemment. La différence, c'est que Louis XIII a su s'entourer. Ah oui. Il a su choisir Richelieu. Louis XVI a passé son temps à laisser la France entre les mains des libéraux de l'époque. Et ça, c'est très important. Parce qu'un homme politique, bon, en général, un homme politique est toujours seul. Mais il est seul, mais quand même un peu accompagné, et c'est son art de déceler les bons accompagnateurs qu'il lui faut pour gérer le pays qui font qu'il réussit ou que c'est sa ruine. Et ça a été le drame de Louis XVI, encore une fois. Donc vous voyez, c'est ça que je reproche à Fillon. Je ne pense pas qu'il revienne. C'est dommage, je pense que dans l'ensemble, à part les choses qu'on lui reproche, de ses collaborations avec sa femme, ses enfants, pourquoi lui ? Pourquoi pas tous les autres qui en ont fait autant ? Si ce n'est pire. Si ce n'est pire et encore plus, c'est évident, dont le président de l'Assemblée nationale, Barthelone, exactement. Et il y en a au moins une centaine, je crois que j'avais recensé à l'époque, il y avait environ une centaine de députés et sénateurs qui en faisaient autant, parce que c'était légal. Alors qu'est-ce que l'on cherche comme querelle, comme mauvaise querelle à Fillon ? C'est pas normal, et ce malheureux Fillon n'a pas su et ne sait toujours pas se défendre. Et ça, je regrette beaucoup, c'est rédhibitoire. Passons maintenant à ce gros sujet important, l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui restera un événement charnière de notre histoire actuelle. Pourriez-vous livrer à l'attention de nos auditeurs les réflexions que cela vous a inspiré, et quelles seront selon vous les suites de ce drame ? Alors, pour répondre à votre question, il faudra attendre notre conférence de cet après-midi. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas le moindre doute sur la piste criminelle. On a suffisamment d'éléments pour en être sûr. Bon, donc, la réponse, cet après-midi, lors de l'entretien. Et alors, le deuxième volet de votre question, c'était quoi déjà ? Les suites de ce drame. La suite de ce drame, ça va dépendre justement du poids politique des uns et des autres. Il est certain que Macron, là aussi, la suite cet après-midi. Vous me mettez loin. J'entretiens le suspense. D'accord, bon, on saura être patient d'ici cet après-midi. Alors, toute autre chose, que dire des propositions de Macron suite au grand débat national ? Il se moque du monde. Tout ce que les principales demandes et propositions des Gilets jaunes ont été écartées d'un revers de main. En fait, avec ce soi-disant débat national, il a voulu gagner du temps, parce qu'il escompte, il espère que les Gilets jaunes vont se fatiguer, à force de piétiner le macadam des avenues de France, voyant que rien ne vient, il y a de quoi désespérer. Ils ne comprennent pas que piétiner les avenues, ça sert à rien. Regardez ce qui s'est passé avec la Manif pour tous.
Bon, ça a été intéressant en tant qu'éveil tout de même des catholiques, qui étaient endormis du temps de Sarkozy. Et rappelez-vous le raisonnement révolutionnaire que j'avais tenu à l'époque quand j'ai fait voter pour Hollande. Ce que j'ai voulu, c'est donner un électrochoc dans les fesses des cathos. Parce que quand il y a un socialiste face à eux, alors là, ah oui, c'est rouge, ils font pas ça. Quand ils ont un Sarkozy, ou qu'ils avaient un Sarkozy, soi-disant représentant de la droite modérée, ben, ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient rien. Donc ils ont eu l'électrochoc aux fesses. Mais je ne regrette pas du tout, et j'en ai parlé d'ailleurs pas plus tard qu'hier avec Jérôme Bourbon, qui à l'époque m'avait reproché cela. Et je lui ai dit, écoutez, vous n'avez rien compris. Pour moi, c'était un vote révolutionnaire pour réveiller les cathos. C'est tout. S'il est possible de réveiller les cathos. Encore une autre histoire, ça. Bon, donc le blabla de Macron, c'est de la poudre aux yeux. Ah ben c'est de la poudre aux yeux, c'est évident. C'est gagner du temps. Ben, rappelez-vous sur l'immigration. Notamment sur l'immigration. Ce que demandaient justement les Gilets jaunes, parce qu'ils comprennent très bien que les milliards qui sont donnés pour accueillir les migrants, immigrés, tout ce que vous voudrez, c'est de l'argent en moins pour les Français qui en ont besoin. Donc il est évident, d'une part, pour Macron et sa clique, il n'est pas question de toucher aux dépenses de l'État, puisqu'il se goberge avec notre argent. Donc, pas question de réduire les dépenses de l'État. Tous ces voyages de tous ces ministres et compagnie par jet, c'est bien pour la pollution. Donc voilà, il y avait l'immigration, il y avait le référendum d'initiative populaire baptisé civique, je crois. C'est beaucoup plus républicain, ça. Qu'est-ce qui en reste? Il en reste rien. De vagues promesses, on va débloquer combien? 1 milliard de 7, ou je ne sais plus combien. Mais ce sont des promesses, rappelez-vous le mot de Charles Pasqua. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Exactement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Alors, on en est là. Qui est Juan Branco, l'avocat des Gilets jaunes, dont le livre Crépuscule est aux meilleures ventes, notamment sur Amazon? Alors, Juan Branco, il me fait penser à toute une série d'individus qui apparaissent brusquement dans notre firmament, à droite, nous soi-disant. Et alors, c'est ça, c'est cette rapidité de développement de leur renommée qui est suspecte. En fait, ils sont fabriqués par les médias. Alors, qu'est-ce que le bonhomme a voulu faire? Soi-disant sous prétexte de contrer Macron, relativement, il s'est présenté comme avocat des Gilets jaunes. Mais c'est une arnaque, c'est pour détourner, c'est toujours la même chose. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que pour moi, ce Branco, c'est du même acabit qu'un Conversano et compagnie, tous ces genres d'individus qui apparaissent brusquement comme ça. Et là encore... Lui, ça a vraiment été rapide parce que je crois aujourd'hui ou hier, il annonce qu'il jette l'éponge. Ouais, tout à fait. Mais, je crois qu'heureusement, il y a eu pas mal de gens qui lui sont tombés dessus. Et je sais que notamment Alain Soral lui a taillé un costume adéquat. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que c'était le poulain de Richard Descoings et d'Athalie. Richard Descoings, là, l'inverti. Oui, bien entendu, qui était avec celui qui est curieusement passé par une fenêtre d'hôtel à New York, mais il s'appelait... c'est lui, Richard Descoings. Ah ben oui, c'est lui. Il est pas passé par la fenêtre, je crois, il est mort overdosé. Oui, dans sa chambre, dans de curieuses positions. Il n'est pas tombé de la fenêtre? Vous êtes sûr de ça? Je croyais qu'il était tombé de la fenêtre de son hôtel. Non, en fait, c'est la police new-yorkaise là, qui avait retrouvé ses ordinateurs et son portable... Comme quoi il avait passé la nuit avec 2 gigolos. Et alors Descoings était l'ancien patron de Sciences Po. Exactement. Ouais. Et amant de Guillaume Pépi. Bien entendu, Guillaume, l'amant inconsolable de Guillaume Pépi. Et d'ailleurs, dans son livre Crépuscule, Juan Branco expliquait qu'il voulait notamment désactiver les raisonnements complotistes et les explications délirantes qui touchent aux juifs et aux francs-maçons. Et qui ça? Juan Branco? Oui, ça ne m'étonne pas. Là encore un sioniste. Donc tous ces gens-là commencent à... Il a très bien compris tout de même l'exaspération de plus en plus de Français contre Macron. Donc il s'est dit, je vais faire une attaque contre Macron pour faire passer le reste de ma salade.
C'est exactement ça. Ça n'a pas pris. Puis chemin faisant, bon, on se rend compte de ce qu'il y avait derrière. Donc c'est encore une fois un sioniste. Dans nos milieux. Alors, pour rester sur les gilets jaunes, certains ont scandé à l'adresse des forces de l'ordre « Suicidez-vous ». Comment analysez-vous cela ? Bon, il y a deux lectures. Je dirais première lecture et finalement lecture définitive, ce ne sont pas des choses à dire. Je trouve ça très maladroit. Mais d'un autre côté, il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient de l'exaspération des gilets jaunes qui se font tirer comme des lapins au flashball et au LBD, qui vient d'être déclaré d'ailleurs sur le plan international comme arme de guerre. Ouais, qui a été dénoncé par... Alors quand on a de multiples images où on voit les forces de l'ordre républicains qui tirent à hauteur du visage. Ils ne tirent pas comme ça pour viser les jambes, pour faire fuir les gens, parce que le but c'est ça, c'est les faire fuir. Donc on vise les jambes pour que... pour les gens... Donc c'est vraiment une volonté de blesser, parfois mortellement. Et parfois mortellement. Alors le nombre de ceux qui ont perdu un œil avec ce genre de comportement, je comprends l'exaspération, je trouve que c'est qu'une maladresse, parce que là-dedans, dans ces forces de l'ordre, il y a des gens qui obéissent parce que c'est leur métier. Ouais. Ce qu'il faut, c'est les faire craquer. Et c'est pas en disant un truc comme ça qu'on les fera craquer. Ça va les indigner. Et il y en a déjà beaucoup trop qui se suicident, comme s'il n'y avait pas une autre solution. Plutôt que retourner leur arme contre eux, ils pourraient la retourner contre ceux qui leur donnent des ordres de cet acabit-là. Oui, tout à fait. Alors que pensez-vous de l'agression de l'hôpital à la Salpêtrière ? Eh bien, c'est encore un des plus beaux mensonges de l'histoire actuelle. Parce que quand on creuse l'histoire et quand on regarde les images, en fait, ce sont des gilets jaunes qui étaient poursuivis par les forces de l'ordre, Flashball et compagnie, LBD, et qui ont voulu se mettre à l'abri. Alors, bon, les grilles étaient fermées. Quand on veut se mettre à l'abri et que des grilles sont fermées, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'escalader le machin. Alors, tout de suite, ça a été présenté par les médias, par ce cher Castaner et son adjoint Laurent Nunez. N'oubliez pas ce nom. On en reparlera encore de cet homme. Il faut savoir quelles sont ses origines. Pas besoin d'un petit dessin. D'accord. Qui tout de suite ont dit, voilà, agression de la Salpêtrière, les soins intensifs ont été attaqués. Toujours donner l'image répulsive pour les gens qui avalent ça tout rond. Il a dû revenir sur ses déclarations. Il était obligé parce que c'était tellement énorme. Il a pris la main dans le sac. C'était tellement énorme, il s'en est même excusé. Excusez qu'il avait un peu exagéré. C'est plus que ça. C'est un mensonge complet, total. Donc voilà. Alors disons que ces deux questions-là se rejoignent l'une l'autre. Ça fait partie, c'est le même ensemble. Alors que plus de 220 enquêtes sont actuellement confiées à l'IGPN suite au signalement de violences policières présumées, aucun policier n'a encore été jugé ou sanctionné. Pourquoi ? Ça va avec les deux questions précédentes. C'est que le pouvoir couvre les agissements de ces forces de l'ordre qui agissent sous les ordres du pouvoir. Alors, le pouvoir ne va pas condamner ceux qui obéissent à ses ordres. C'est aussi simple que ça. Oui. Alors qu'ils étaient supposés assurer le déplacement à Tours de 2 membres du gouvernement, 48 des 61 agents de la compagnie de CRS 51 se sont mis en arrêt de travail. Comment expliquer cette révolte ? Eh bien, là encore, ça se marie très bien avec les questions précédentes, c'est-à-dire que c'est pour ça que je n'ai pas aimé le slogan des gilets jaunes, enfin de certains gilets jaunes, suicidez-vous, à l'adresse des forces de l'ordre. Beaucoup parmi les forces de l'ordre en ont marre des ordres qu'on leur donne, parce que ce sont tout de même des êtres humains. Enfin, certains sont quand même des êtres humains.
Et ils en ont marre, ils sont exténués, parce qu'on les fait travailler comme c'est pas permis, tout de même avec une charge émotionnelle très importante. Ils en ont marre, ils sont portés peine. Et j'ai vu d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai ici, il y a un chef syndicaliste de la police qui a mis en garde en disant que si ça continuait comme ça, il fallait s'attendre à beaucoup plus de membres des forces de l'ordre qui se feraient porter pâle. Ouais, surtout que dès les toutes premières manifestations Gilets jaunes, là, je crois que vers la quatrième semaine, là, déjà les responsables, la haute hiérarchie policière avaient dit à tous les hommes là, vous aviez des congés, des vacances pour ce samedi, c'est annulé, tout le monde est réquisitionné. Oui, tout à fait. Tout à fait, plus de vie de famille, etc. etc. Vous avez dû faire appel à des étrangers d'ailleurs, à des mercenaires. Alors justement, ça on en avait parlé, je me demande, je crois que c'était le mois dernier. Oui. Ou en tout cas on en a parlé dans la politique, je crois, et peut-être dans la conférence du mois dernier à propos de la révolution qui ne vient pas. Hein, je me demande si c'est pas là-dedans. Ou justement, un problème, oui, donc j'ai retrouvé là. Voilà ce que disait un des responsables syndicaux de la police. Si l'emploi reste aussi intensif et que la direction centrale ne veut pas mettre en place les solutions que nous leur proposons, le mouvement pourrait s'étendre à d'autres compagnies. Et c'est là-dessus qu'il faut que les Gilets jaunes jouent, au lieu de ricaner en leur disant « suicidez-vous ». Ils doivent essayer de faire le plus possible ami-ami, leur disant écoutez, vous avez perte de famille, nous aussi, on vous donne des ordres absolument inhumains, c'est pas normal, les faire craquer psychologiquement. Alors pour vous, ce mouvement Gilets jaunes n'est pas terminé? Parce que là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Normalement, je ne pense pas qu'il soit terminé, parce que de toute façon, tout le monde va se rendre compte que le fameux débat national ne mène strictement à rien, donc il n'y a rien de solutionné, que l'État va continuer à dépenser l'argent à tire-larigot, pas pour les Français. Vous ne constatez pas un essoufflement? Vous savez très bien que dès le début, je dis attention, hein, c'est pas comme ça que vous y arriverez, c'est par des actions ponctuelles contre contre des cibles du pouvoir. Il faut déstabiliser le pouvoir. Est-ce que notamment là, pour que ce mouvement perdure, vous ne croyez pas qu'il faut, comme certains le disent, là, il faut revenir à l'esprit du 17 novembre, c'est-à-dire être sur les ronds-points plutôt que toujours manifester dans les centres-villes, où c'est là vraiment récupéré par toute la gauche, toute l'ultra-gauche antifa, blablabla. Oui, non, les ronds-points, oui, bon, les ronds-points, mais ça change pas grand-chose. Ça gêne ça gêne ceux qui travaillent, qui vont au travail, qui sont ralentis dans leur déplacement ou bloqués pendant je sais pas combien de temps. Non, le problème n'est pas là, non. Il faut que ça devienne un mouvement révolutionnaire. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est pas comme ça, ils s'en contrefichent. Tant que ce n'est pas eux qui vont souffrir, Macron, ses principaux ministres, ses secrétaires, ses sous-secrétaires, des parlementaires de la République en marche, etc., et leurs alliés, qui ne se sentent plus en sécurité dans leur maison, il ne se passera rien. Il faut que la peur change de camp. Il me semble qu'il y avait un petit groupe qui s'était rendu rue Cadet. Oui, bien sûr. Alors bon, ça ce sont des actions intéressantes, parce que ça montre bien. Mais bon, c'est bien gentil, ça rentre rue Cadet, mais si c'est simplement pour regarder l'immeuble et ne rien faire, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ça ne fait que peur, et ça c'est toujours dangereux. Faire peur à l'adversaire, sans lui porter un coup, c'est dangereux. Ça se retourne contre ceux qui font ça. Donc, désigner l'ennemi, c'est très bien, mais le mettre en péril, c'est encore mieux. Et surtout qu'ils ils sont allés devant le siège du Grand Orient et ils opposaient République, que les francs-maçons défendaient, à démocratie, que eux défendent. Alors que vraiment, démocratie, là, ils ont encore un petit chemin à faire, là, quand même. Hein. Ils ont pas comme vous dites, ils ont quelques chemins à faire, ils n'ont pas encore compris. Ça rappelle un petit peu, d'ailleurs, durant la manif pour tous,
C'était le groupe Le Printemps Français, qui d'ailleurs a disparu depuis. Ils étaient allés manifester devant le siège du Grand Orient pour désigner c'est vous qui êtes à l'origine de la loi, donc très bien. Sauf que parmi leurs slogans, ils criaient franc-maçon fasciste, franc-maçon fasciste. Alors que voilà, un peu de culture historique n'en ferait pas de mal. Non, mais c'est ça, parce qu'ils se disent, oui, maintenant c'est une insulte, donc on utilise l'insulte contre le pouvoir, etc. Ils n'ont rien compris, comme vous dites, ils n'ont strictement rien compris. Et puis, à propos de démocratie, si encore au moins, ils faisaient la différence, mais ils n'ont toujours pas compris, parce qu'ils n'ont pas de formation, ces gens-là. S'ils faisaient la différence entre ce que nous, nationalistes, appelons la démocratie organique opposée à la démocratie inorganique, démocratie organique qui en fait était le cadre des corporations. Et je rappellerai encore une fois qu'a fait la révolution dite française, pas plutôt arrivé au pouvoir, supprimer les corporations. Parce que c'était à travers ce système que le citoyen au travail donnait son avis et en même temps représenter un élément de pouvoir. Hein? Et j'ai l'impression, il me semble que c'est ce qu'il demande sans mettre pour autant des mots dessus. Exactement, c'est tout à fait ça, Diane. C'est tout à fait ça, c'est pour ça qu'il faut bien insister là-dessus. Tant qu'on ne fera pas la distinction entre démocratie organique, celle des corporations, supprimée parce que c'était... En fait, pourquoi les corporations dérangeaient les nouveaux maîtres au moment de la Révolution ? C'est que la consultation du citoyen se faisait sur les sujets, je me répète encore une fois, se faisait sur les sujets qu'il connaissait directement par son activité professionnelle, sociale, locale. Il n'avait pas besoin de presse pour savoir comment il devait juger les choses. Il était au contact direct de la réalité. On supprime les corporations, on remplace ça par le droit de vote. Mais le droit de vote, il existait déjà, puis c'était au travers des corporations. Simplement, c'est différent maintenant. C'est un vote qui est désinséré de la réalité. Désincarné, oui. Désincarné. Et désormais, le citoyen, pour se faire une idée sur les sujets qui le concernent, c'est plus au travers de son activité, c'est au travers de ce que disent les médias. D'où le raisonnement, connaissez mon raisonnement, qui tient les médias ? Qui tient les médias tient le vote du citoyen. Voilà, c'est pour ça que les corporations ont été annulées. Donc le souci majeur, c'est qu'il y a le même mot, le terme démocratie, pour la tour de Babel. La tour de Babel. Ouais, parce que c'est les gens qui sont allés devant le siège du Grand Orient, ils défendent le RIC. Oui, ouais. En plus. Donc voilà. Il y a encore du chemin à faire. Puis je regrette beaucoup, il n'y a pas que le Grand Orient. Hein. Oui, tout à fait. Toutes les obédiences sont pareilles. Je vous rappelle le document que j'ai, qui se trouve dans mon livre La maçonnerie, c'est celui de, comment il s'appelait, je crois que c'est Jean Bello, qui était à l'époque le grand maître de la Grande Loge nationale de France, c'est-à-dire l'obédience soi-disant la plus à droite, soi-disant déiste, qui disait que tous les maçons reçoivent la même formation et qui concourent au même but. Ça veut dire qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires, il y a une bonne maçonnerie, oh oui, il y a une méchante maçonnerie. C'est la même chose. Simplement, ils visent des publics différents. Et la maçonnerie était-elle à son origine nationale ? Quoi ? Nationaliste ou nationale, ou pour la nation, citoyenne, patriote. Alors, patriote, oui, mais alors que veut dire le mot patriote ? Oui, non, bien sûr. Et rappelez-vous la querelle qui n'a jamais eu de suite parce que Jean Médiran, de présent, n'a jamais voulu publier ma réponse. J'en ai parlé pas plus tôt qu'hier matin avec Jérôme Bourbon, justement, je lui ai rappelé la chose. Et il y a quelqu'un qui n'était pas connu, qui s'appelait Jacques Duperron. Vous vous rappelez ? Oui. Jacques Duperron, qui dans le journal Présent, que dirigeait Jean Médiran à l'époque, avait écrit un article absolument invraisemblable d'inculture,
maintenant, était-ce de l'inculture ou une volonté de tromper, encore une autre histoire ça, dans laquelle il disait que le nationalisme c'était révolutionnaire au sens de la révolution dite française, etc., etc., etc. Alors, j'avais écrit une réponse que j'avais envoyée à présent à Jean Madiran, qu'il n'a jamais publiée. Alors, bon, rappelez-vous, les révolutionnaires ont-ils jamais utilisé le mot nationaliste pour défendre leurs idées? Jamais. Je mets au défi. Et je mettais au défi le Jacques Dupeyron, justement, dans le texte que j'ai envoyé à Jean Madiran, je mettais au défi le Jacques Dupeyron de me trouver une seule citation des révolutionnaires de l'époque utilisant le nationalisme pour définir leur action. Ils utilisaient citoyens... Citoyens, patriotes, etc. Ça oui. Et alors, rappelle encore, qui a lancé le premier le mot de nationaliste, nationalisme? Marshall Klotz, c'est pas lui? Non, Weishaupt. Adam Weishaupt, qui était quoi? Un soi-disant juif converti, passé par les jésuites, mais les jésuites n'ont rien à faire là-dedans, c'est trop commode d'accuser les jésuites de ça. Simplement, ça fait partie du camouflage d'un certain nombre de juifs de passer par des structures catholiques. Et en général, il y a aussi l'étape qui passe par le protestantisme, de façon à ce que dans leur papier, il n'y ait plus l'origine juive qui apparaisse. Ça aussi, il faut savoir ça. Bon, donc Adam Weishaupt crée le terme. Alors, je pense que ce crétin, je suis navré de l'appeler comme ça, ce crétin de Jacques Dupeyron n'avait rien compris, justement. Il a pris la déclaration de Weishaupt, s'il faisait allusion à ça, j'en sais rien, je ne sais même pas, comme preuve de ce qu'il disait que le nationalisme était révolutionnaire. Mais le plus beau, et c'est là l'inculture de ces gens-là. Et j'en ai eu un autre exemple à Chiré-en-Montreuil en 2010, quand Jean de Vigré avait fait quasiment le même raisonnement. Quand Adam Weishaupt parle du nationalisme, définit le nationalisme en disant nationalistes ou ceux qui défendent l'amour national, c'était pour dénoncer l'ennemi, leur ennemi, face à ses troupes. Donc ils ont retourné le sens de la phrase. Et c'est ça qui me fait un plaisir immense de toujours reciter l'origine du terme. C'est donc un ennemi de la nation qui crée le terme pour mettre en garde ses adeptes envers cette réaction qui émergeait à la fin du XVIIIe siècle, sur lequel se base notre analyse aujourd'hui. Une certaine ironie. Ironie de l'histoire, comme je dis, exactement. Question suivante. Alors, le 22 avril sur Radio Classique, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation dite nationale, lors de son entretien de 8 heures, a affirmé que la révolution de 1789 avait des racines chrétiennes. Votre commentaire? Plusieurs commentaires. Il y en a besoin. Premièrement, c'est exactement la position d'un certain Bernard Anthony, qui disait que la devise liberté, égalité, fraternité était d'origine chrétienne. Donc, à plat ventre dans la thèse maçonnique de ce grand chrétien sioniste de Bernard Anthony, d'origine juive, comme vous le savez. Deuxièmement, Luc Ferry. Oui. Ancien ministre de l'Éducation dite nationale. Et rappelez-vous ce qu'il avait dit dernièrement, qu'il fallait tirer sur les gilets jaunes. C'est un très bon démocrate, n'est-ce pas? Non, mais vous vous rendez compte ce que c'est que ces individus-là? Alors, sur Radio Classique, je ne vais pas vous répéter ce que c'est que Radio Classique en réalité, enfin, pas besoin de vous faire un petit dessin, ou une caricature. Le philosophe Luc Ferry. Mais au nom de quoi est-il philosophe? Oui, puis c'est pas un compliment. Tout le monde est philosophe. En plus de ça, c'est pas un compliment. Bravo Diane, en plus de ça. Mais au nom de quoi? Parce que M. Vaticine dit ceci, dit cela, du haut de son perchoir, qu'on lui donne.
C'est pathétique. Voilà quelles sont les élites de notre pays aujourd'hui. Élites, bien entendu, comme ça, entre guillemets. Voilà ma réponse. Donc elle n'a aucune racine chrétienne. 1789, c'est de Ah ben bien entendu. l'antichristianisme Pour ces gens. par, Mais d'abord, il se définit comme athée. Luc Ferry se définit comme athée. Alors de temps en temps, mais c'est ça qu'il y a de diabolique avec ce genre d'individu. De temps en temps, il fait des déclarations. On dit, mais, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal vu. Mais on se dit, mais comment, toi, mon petit bonhomme, tu arrives à faire tenir cette idée-là avec les autres dont tu nous as enquiquinés? Ça colle pas. Il y a un manque de logique, de cohérence. Où est le trait d'union? Alors, je n'ai pas de preuve qu'il soit franc-maçon, mais peu importe. Quand on voit son comportement et ses déclarations, c'est comme s'il l'était. Mais bon. Et donc, si la révolution de 1789 n'a pas de racine chrétienne, est-ce qu'on peut dire qu'elle est franco-française? Non, bien sûr que non. Madame Marion Sigaud. Ah oui, Marion Sigaud, alors là, elle a perdu une belle occasion de se taire. Elle a perdu vraiment une très bonne occasion de se taire, parce que jusqu'à présent, bon, je la connaissais pas directement, j'avoue que je n'avais pas suivi ses conférences. Mais d'après ce qu'on me disait, c'est très bien, c'est catho, Mais une chose qui me faisait un petit peu hausser les sourcils, c'était de voir une soi-disant catho, présentée comme telle, fricotée avec toute une bande de gens quelque peu douteux au sein du mouvement de Soral, dont un certain Christian Boucher, tout de même sataniste, tout de même membre de l'Ordo Templi Orientis, de son ancien fondateur Aleister Crowley, luciférien, homosexuel, franc-maçon de haut grade bien entendu. Et je me disais, mais comment cette femme qui se dit catholique peut-elle accepter de travailler au sein d'une équipe où il y a un individu pareil? Et il n'est pas le seul en plus de ça. Donc il y a un problème là. Il y a un problème. Et quand elle a essayé de m'allumer en me faisant dire tout de même que je n'avais pas tout à fait dit comme ça, ça m'a donné tout de même l'envie d'aller fouiller un petit peu ce qu'elle faisait. Et j'en ai tout de même découvert de curieuses. Et j'ai notamment reçu, c'est dans le dernier numéro, je crois, de la politique. C'est déjà dans le dernier numéro de la politique. J'ai 2 lettres de personnes qui l'ont côtoyé de très près, qui lui ont donné des documents justement sur la maçonnerie. Elle ne les a pas utilisés. Et rappelez-vous ce qu'elle plaidait, c'est que la maçonnerie, ça rejoint votre question, Paul, la maçonnerie est une affaire franco-française. Donc il n'y a pas d'influence anglaise. Elle semble ignorer que la maçonnerie est née en Angleterre et a été transférée en France. Tout à fait. Ouais. Et c'est moi qui l'ai signé en plus de ça, c'est pour en revenir à Marion Sigaud. Bon, je ne vais pas lire tout ça. Ouais. Je crois que j'ai dit de résumer le principal. Mais Marion Sigaud, et alors, j'ai vu que dernièrement, elle avait fait une vidéo, mais on en a parlé hier soir, avec un titre, je trouve très déplaisant. Un enfant peut-il consentir à des rapports sexuels? Rien que la question est tordue. Je regrette beaucoup. Ça induit un doute sur une possibilité. Bien sûr. Bon. Alors, bon, j'ai appris par Jérôme Bourbon hier, avec lequel on a eu une très très longue discussion pour mettre un certain nombre de sujets à plat, que Madame Sigaud, avec une jeune et accorte secrétaire, je n'en dirai pas plus. Et paraît-il aussi qu'elle a extrêmement du mal à accepter la Vierge Marie. Curieux. Non, et puis il faut tout de même... En fait, c'est une femme, je crois, qui ne... Elle ne sait pas où elle est. N'oubliez pas que tout de même, elle est allée
kibbutz. À une certaine époque, dans un kibbutz en Israël, il y a déjà dans cette démarche quelque chose qui n'est pas naturel. Je ne vous vois pas, vous, Diane, vous, Paul, ou n'importe lequel de nos amis, ou moi, ne serait-ce que par curiosité, aller là-bas. On sait ce que c'est. Il ne faut pas nous raconter des histoires, quand même. Pourquoi vous riez comme des baleines? C'est pas normal, c'est pas normal. Et alors ça vient ensuite donner des leçons. Je regrette beaucoup. Ça coince. Pour en revenir, vous avez d'autres choses à émettre sur dans le je pourrais mettre encore des choses, non mais ça suffit. Hein. Non, je ne vais pas trop la traumatiser non plus. Pour en revenir à l'éducation nationale, que pensez-vous de la décision du ministère de l'Éducation nationale de rendre gratuit le petit déjeuner des enfants à l'école, ce qui coûtera aux citoyens quelques 160 millions d'euros, pardon. Excuse-moi, eh bien, c'est ce qu'on appelle la priorité républicaine. On ne fait pas ça pour les Français nécessiteux, de souche. On fait ça pour ceux de l'immigration. Donc, c'est une pompe aspirante supplémentaire. Venez en France, vous avez tout gratuit. Les Français payent pour vous. Mais là encore... Pas que des enfants de l'immigration, tous les enfants des écoles publiques, je suppose. Mais... Non, même les enfants de clandestins, comme ils sont accueillis à l'école. Non, sur les zones dites prioritaires. Quelles sont les zones prioritaires? D'accord. Quelles sont les zones prioritaires? Pas besoin d'un petit dessin quand même. Et là encore, c'est toujours la préférence étrangère. Et je n'en veux pas à ces malheureux maghrébins qui sont très heureux certainement d'avoir ça gratuit pour leurs enfants. J'en veux à ceux qui font cela. Donc nos hommes politiques, qu'on ne se trompe pas de cible. De cible. Alors, que pensez-vous de la vente des ADP? C'est le bazardage de nos organes de souveraineté économique, en tout cas, qui continue. Et alors là aussi, j'ai relevé tout de même quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, la transaction devrait se faire par l'intermédiaire de la Bank of America. Ah! Tiens. Qui possède une partie de la dette française. Tiens. Et qui retrouve-t-on à la manœuvre? Un certain Bernard Mourad, grand copain de Macron. On a besoin d'un dessin supplémentaire? Non. Et alors, bien entendu, ami de Xavier Niel et de Patrick Drahi. Oui, c'est toujours la même clip. Qu'est-ce que vous voulez dessus, de plus? Donc voilà quels sont les intérêts derrière ce nouveau bradage de nos instruments de souveraineté économique. Le mois prochain sera présenté le texte sur la bioéthique qui doit notamment permettre l'extension de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Qu'en pensez-vous? C'est une étape de plus dans la destruction de la notion de famille. Il n'y a pas d'autre réponse à faire. Et viendra après, évidemment, la GPA. Parce que PMA pour les femmes célibataires, mais on sait surtout que c'est la famille, c'est l'ennemi. Et puis évidemment, la famille, c'est l'ennemi pour eux. Au nom de l'égalité. Oui, bien entendu, égalité, oui. Égalité. Mais oui, égalité, ah oui, et alors pourquoi revenons à la question précédente, pourquoi les enfants d'immigrés peuvent bénéficier des petits déjeuners gratuits par les Français nécessiteux qui en auraient davantage besoin? Ils n'ont même pas toutes les subventions que reçoivent les immigrés, migrants, etc. En fait, l'égalité, c'est mettre sur le même plan la vérité et l'erreur. Oui, exactement. Très juste, bravo Diane, excellent. Oui, donc c'est le cours de caté au final. Avez-vous entendu parler... Pardon, c'était à toi, Paul. Non, mais je t'en prie. Alors, avez-vous entendu parler de la 5G, système de réseau par micro-ondes, et de ses conséquences? Alors, j'en ai entendu parler, mais scientifiquement, je suis incapable de me positionner.
Mais il est certain c'est qu'avec toutes ces ondes, c'est certainement tout de même nocif pour l'organisme. Alors je sais que apparemment il y a eu des victimes déjà, dans les pays qui ont déjà installé la 5G, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Quand je n'ai pas d'éléments suffisamment précis, je préfère ne pas en parler. Le président et des militants de l'UEJF, donc l'Union des étudiants juifs de France, ont soi-disant été agressés physiquement par le Rassemblement national à Metz, le 1er mai dernier. Un commentaire ? Ça me semble un petit peu étrange, vu le positionnement de Marine Le Pen, de ses lieutenants, et notamment de Sulzer, que j'ai cité tout à l'heure en commençant. Ceci dit, qu'il y ait parmi les troupes des militants qui ne soient pas tout à fait philosémites comme la direction, c'est possible. Mais disons que c'est une apparente contradiction par rapport à la ligne du Rassemblement national au niveau de la direction. Mais à la base, il n'est pas exclu du tout. Et je sais, j'ai des échos, j'ai tout de même quelques amis, nous avons quelques amis au sein du Rassemblement national qui restent en escomptant qu'un jour la clique Le Pen disparaîtra. C'est pas demain la veille malheureusement. Donc c'est possible que les militants de base, connaissant l'appétence sioniste de la direction, aient voulu faire un coup. Et d'ailleurs aussi, juste pour noter l'action de l'UJF, là c'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'événement. Enfin, ils étaient déjà illustrés dans un cours dédié à thème. Parce qu'il leur reprochait d'être pour une France catholique. Tout à fait, on avait parlé, je crois, lors d'un entretien, peut-être pas le mois dernier, mais celui d'avant. Non, tout à fait. Et encore, bon, on s'en doutait déjà, mais ça en dit vraiment long sur les personnes et sur l'organisation. Leur technique. En plus. Et par contre, je crois que c'est LDJ qui avait protégé Marine Le Pen lors d'une manifestation, je crois que c'était pour Alimi. C'était pour la vieille dame Mireille Knock, là. Oui, peut-être, oui, vous avez raison. Et curieusement, donc c'était la LDJ qui avait protégé Marine Le Pen contre d'autres groupements juifs qui voulaient la faire dégager du cortège. Ils l'ont protégée, elle, mais par contre, ils ont fait dégager Mélenchon. Oui, tout à fait, exactement, bravo. Excellent rappel, tout à fait. Non, qui, malgré Mélenchon, tout ce qu'on peut lui reprocher, là, il a quand même des positions plutôt... je ne sais pas si on pourrait dire en tout cas pro-palestinienne, mais très critique. Relativement pro-palestinienne et en tout cas exactement très critique envers Israël. Souvent, des fois, et il y a aussi, à ce sujet. Je peux évoquer ça aussi, j'ai été surpris de sa réaction face à l'incendie de Notre-Dame. Très positive aussi. Il a fait partie, on en reparlera d'ailleurs cet après-midi lors de la conférence. D'accord. Que pensez-vous de cette info selon laquelle BHL, Bernard-Henri Lévy, s'est vu contraindre d'annuler les représentations de son spectacle, priez de ne pas rire s'il vous plaît, de son spectacle en Suisse par manque... Je ris. Par manque de spectateurs. A signalé aussi que le spectacle est massivement subventionné par l'État français à hauteur de 700 000 €. Ça vaut, de nos poches. Ça vaut, à mon avis, toutes les tartes à la crème. Et ça, j'avoue que j'aurais pas aimé être à sa place. Parce que là, comme paire de baffes, c'est bien envoyé. Ah, bravo les petits Suisses. C'est pas la première fois. Mais là encore, quelle escroquerie intellectuelle cet individu. Et quel danger tout de même pour nous enterrer. Il ne faut tout de même pas oublier son action avec Sarkozy qui a mené à la destruction de la Libye. Il ne faut pas oublier ça. Et pourquoi voulait-il détruire la Libye ? Bon, il y a différentes raisons à ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais la raison fondamentale, pour ce clan juif, dont font partie Sarkozy, Bernard-Henri Lévy et d'autres,
c'est de détruire tous les pays qui peuvent constituer un danger pour Israël. Il faut les atomiser. Bon, un pays qui est détruit, qui est en 1000 morceaux, évidemment n'est plus en danger. Tout. Donc voilà, non seulement c'est un homme qui n'a aucune valeur intellectuelle, mais politiquement c'est un danger pour nos intérêts. Et puis pour tout ce qui n'est pas israélien, tout ce qui n'est pas juif, doit être détruit pour eux. Le nom de son spectacle, je crois, ou de sa représentation, c'était sur Hôtel Europe. Oui, alors en plus de ça, chose comme ça, ouais. En plus de ça, c'était une pièce qui était censée faire la publicité de Macron dans la campagne électorale pour les européennes. Et alors, bien entendu, petit Macron, généreux, il a donné l'argent des Français pour, encore une fois, subventionner un autre volet de sa pub. Il avait eu le même échec d'ailleurs, il y a 2-3 ans ça, quand il avait monté sur scène son intervention en Libye, là, et au final, pareil, ça avait fait un flop monumental. Tout à fait. Tiens, à propos de Père de Claque, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet les commémorations du 8 mai. Oui, c'était désert. Sur les Champs-Élysées, c'était désert. Et les quelques Français qui se trouvaient là ont insulté Macron, d'après ce que j'ai vu. Tout à fait. Ont insulté Macron. Donc cet homme n'existe que de façon artificielle, grâce aux forces de police. Donc il faut faire craquer les forces de police qui le soutiennent. Il faut que le régime s'écroule de l'intérieur. Alors passons à des questions concernant nos milieux. Le parquet de Paris défend Alain Soral qui n'ira pas en prison. N'est-ce pas surprenant ? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, là, j'avoue, quand j'ai vu cette information, j'ai été tout de même quelque peu surpris, parce que, bon, Soral a tout de même sorti un certain nombre de choses, quelque peu dérangeantes pour le pouvoir et une certaine communauté. Pourquoi est-ce que le parquet de Paris a pris sa défense ? Comme on dit, ça interpelle. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien le pouvoir considère que Soral est utile comme une espèce de caricature de la réaction, par ses outrances, possible. Ou bien c'est encore plus tordu que ça, c'est pour essayer de discréditer Soral aux yeux des Français concernant les critiques que Soral fait. Je me refuse à trancher entre les deux hypothèses. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment très étrange et affaire à suivre. Mais il accumule quand même aussi pas mal les provocations. Là, tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'entretien, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle enquête qui était ouverte contre lui, puisque récemment, il était à Colmar, et il était allé faire une quenelle devant, je crois c'était le tribunal ou chose comme ça, ouais, de Colmar, là. Il y a une enquête qui a été ouverte. Alors, c'est ça qui me dérange avec lui, justement, c'est que il ne faut pas être dans la provocation. Vous savez très bien quelle est ma tactique constante, c'est essayer de détruire l'ennemi par ses propres textes. Pas de quenelle, pas d'insultes, ça ne sert à rien, ça ne peut que se retourner contre nous. Ce qu'il faut, c'est le texte. Voilà ce que les gens qui sont contre nous disent de nous, voilà ce qu'ils veulent faire pour nous détruire. Les gens intelligents comprendront, les autres, comme je le dis, n'ont aucun intérêt. Alors, que pensez-vous de Vincent Lapierre et notamment de son dernier reportage interpellant les élus du Rassemblement national ? Et de sa large complaisance à leur égard. Ouais. C'était la Sud. Tout à fait, sa large complaisance à leur égard. Ben justement, c'est très curieux. Et je dois dire que au début, je n'avais pas d'opinion très tranchée sur la façon dont il avait quitté ou avait été forcé de quitter l'orbite de Soral. Mais là,
je dois dire que Soral a eu raison. Si réellement il l'a mis à la porte, je ne sais pas s'il l'a mis à la porte ou si l'autre est parti. Apparemment, c'est vraiment lui qui préparait depuis le début, Longtemps parce le qu'il croyait plus départ. du tout à Soral. Peu importe, mais bon, donc pour répondre à votre question, Vincent Lapierre se découvre comme étant un élément sans caractère, qui va devenir une espèce de grand reporter international ou national, etc., au service d'eux. Et d'ailleurs, il avait fait savoir, certaines personnes là, non je sais là, que vous n'étiez pas sa tasse de thé. Vincent Lapierre, vous n'êtes pas sa tasse de thé. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus? Ça m'intéresse. Ah, j'adore déranger les gens. J'adore. Un ami qui me l'a dit. Qui vous a dit ça? Oui. Alors, c'est très curieux parce que j'ai eu des échos il y a quelque temps par des contacts que j'ai sur Facebook. Quelqu'un qui se faisait fort, parce qu'il connaît bien Vincent Lapierre, de me faire inviter par Vincent Lapierre pour un entretien. Pour lui, c'était incessamment sous peu dans la minute qui allait suivre. Bon. Vous attendez. Je suis pas sa tasse de thé. Alors, moi, je demande pas mieux. J'en suis enchanté, ça me rassure. Mais pourquoi c'est que je ne suis pas sa tasse de thé? J'aimerais avoir la réponse. Est-ce que parce que vous dérangez? Et pourquoi je dérange? Intéressant. Ah, mais vraiment, je suis rassuré sur moi. Oui, il a moins de complaisance envers vous qu'envers les élus du Front National. Oui, exactement. Il y a tout un message là. Alors à Bozy, autre personne pour qui, à mon avis, vous n'êtes pas non plus la tasse de thé, à Bozy accuse les figures du nationalisme de faire du complot une obsession. À cette occasion, déjà, pouvez-vous revenir sur le personnage d'Abosite et également redéfinir ce qu'est le complot? Alors, Abosite, encore un qui est apparu brusquement dans notre firmament, dit national, brusquement. Et il fait partie de ceux qui, pour se faire connaître et admettre dans nos milieux, il y a une tactique très simple, c'est dire du bien du maréchal Pétain. Alors, tout le monde est en pamoison, ah, quel homme, quel homme, quel homme. Comme Zemmour. Comme Zemmour, j'allais y venir, mais exactement comme Zemmour. Même tactique. Alors, le problème, c'est que chemin faisant, on se rend compte qu'il a tout de même des positions assez étranges. Qu'il a écrit un livre qui était à la gloire de Robespierre. Bon, pourquoi pas? Toutes les opinions sont permises. Curieusement très frileux sur la maçonnerie, très frileux sur le judaïsme. D'ailleurs, il sous-entend que, bon, il ne vous nomme pas expressément, mais il serait monomaniaque de traiter l'information selon le seul prisme du judaïsme. C'est ce qu'il laisse. Il n'y a pas que sur le prisme du judaïsme, on a d'autres chéris. Ah oui, non, bien sûr. Ouais. Toute une On a d'autres chéris, quand même. Et alors, il faut remarquer une chose, c'est que ça c'est tout de même sa maladie s'est aggravée depuis qu'il collabore très étroitement avec mon grand ami, Henri de Lesquen. Sur Radio Athéna. Vous savez très bien que maintenant les interventions d'Abosite se font au travers du blog ou je sais pas quoi, ou la radio, on appelle ça radio d'Henri de Lesquen. Henri de Lesquen, je voudrais tout de même rappeler quelques petites choses qu'il a dites il n'y a pas longtemps. Rappelez-vous de cet entretien, je crois que c'était avec 2 musulmans, et à un moment donné la discussion vient sur le blasphème. Vous me contredisez ou vous complétez si vous estimez que j'oublie quelque chose. Et les musulmans, l'un des musulmans dit à Lesquen, mais vous êtes pour le blasphème, y compris envers le Christ? Réponse de Lesquen, oui, bien sûr. Au nom de la liberté, voyons. Moi, je suis contre, avait rétorqué le musulman. Et je crois que c'était dans le même entretien aussi. Non, c'est pas le même entretien. Je crois que c'est plus tard un autre entretien dans lequel il donnait un conseil aux musulmans.
Vous savez, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre religion, vous pouvez vous convertir au catholicisme ou entrer en maçonnerie. Il faut savoir qui est Henri Lesquin. Il avait dit les musulmans, oui, c'est pas grave, s'ils restent, on peut les convertir ou au catholicisme. Oui. Je ne me rappelle plus de la façon exacte dont il avait dit, mais le fond c'était ça. Et alors je répéterai pour la énième fois, et tout de même une chose qui permet de comprendre le personnage Henri Lesquin, c'est que la Ligue de défense juive, j'en ai donné les références exactes à plusieurs reprises, a découvert qu'il était d'origine juive, par son arrière-grand-mère maternelle. Et la Ligue de défense juive, en lui disant, c'était à propos des insultes que Lesquin avait fait à un certain nombre de juifs rescapés de la Shoah, dont une certaine Simone Veil, de façon vraiment pas élégante du tout, grosse femme, elle est encore là, elle vit encore, etc. Franchement, intellectuellement, c'est pas très élevé. Et donc, il s'était fait remonter les bretelles par la Ligue de défense juive, lui rappelant quelles étaient ses origines et cela mériterait tout de même un peu plus un meilleur comportement de sa part. Et pour en revenir à Bozide, il est catholique de tendance sédévacantiste, mais contrairement justement aux autres sédévacantistes, c'est quand même là qui est un peu étrange là, jamais, comme vous l'avez dit, jamais un mot sur le judaïsme, sur la franc-maçonnerie. Et il faut rappeler notamment ses déclarations chez son ami Conversano, où il disait justement, il n'en parle pas, mais quand il en parle, c'est plutôt pour déformer leur action, c'est où il disait 1789, Vatican II, c'est pas les juifs. Eh oui, non, mais c'est un Bozide, c'est un personnage qu'il faut démasquer. Et alors à Bozide, je serais curieux de savoir quelles sont ses origines. Je crois qu'il dénonce les protestants, mais je crois que lui-même vient d'une famille... Protestant ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Oui, on en revient toujours aux mêmes racines. Quelles sont les origines ? Derrière ? Puis surtout aussi ceux qui lui reprochent justement de ne pas parler du judaïsme, là, ils appellent les maghrébos-soraliens, pour sous-entendre qu'en fait, juste tous ceux qui lui reprochent ça, c'est uniquement des maghrébins, quoi, sous l'emprise de Soral. Ce n'est pas entièrement vrai. Bon, incontestablement, Soral draine un public musulman assez important. Moi, ça ne me dérange pas, puisque moi aussi, je draine un public musulman assez important, qui comprennent exactement que nous sommes tous victimes des mêmes, et qu'on a intérêt à faire alliance pour nous défendre contre l'ennemi commun. Donc, cette accusation contre Soral, moi, ça ne me dérange pas du tout, puisque j'estime que je suis exactement dans le même cas. Mais plus contre les maghrébins, et notamment ça rappelle aussi Hervé Ryssen, qui, quand il s'était pris une tonne d'avalanche des gens qui lui reprochaient sa défense de Zemmour, il disait oui, c'est que des maghrébins musulmans, tout à fait, mais il a voté... Ou Jérôme Bourbon, à ma connaissance, vous n'êtes pas maghrébin. Mais justement, j'ai encore reposé les questions hier à Jérôme Bourbon lors de notre long entretien, pour remettre un certain nombre de choses à plat entre nous. Ryssen ne lui a jamais répondu formellement. Il a poté en touche justement en disant « Ah oui, mais qu'il ne visait que les maghrébins ». Je regrette beaucoup. Quand on applaudit un Zemmour pour qui Saint-Louis est un roi juif et qui souhaite que la France devienne Israël et Israël la France, il y a tout de même un petit problème. Quand même. Il ne faut pas oublier que Ryssen n'est pas catho. Il est athée, ce garçon. Et ça... c'est pas pour faire il n'est pas catholique, il n'est pas allé, c'est pas bien. C'est pas ça du tout. Mais ça explique ce genre de réaction. Parce qu'il ne voit aucun inconvénient à ce qu'un Zemmour peut dire. Parce qu'il n'a pas la... C'est une question de logique. Il y a une logique dans les principes. Et là encore, j'en parlais avec Bourbon hier, je disais, mais... il y a une logique interne entre trois choses qui sont fondamentales. Dans l'ordre ou dans les ordres, la religion, le politique et le philosophique.
On ne peut pas avoir une position sur la religion qui ne correspond pas immédiatement et automatiquement à une position logique et cohérente avec la première position religieuse et la position philosophique. C'est intimement lié, et quand il y a une différence entre ces trois choses-là, c'est qu'il y a une faille dans le raisonnement de la personne. Alors, vous faites remarquer souvent que nos milieux ne connaissent pas l'ennemi. Comment expliquer soit qu'elle ne le connaît pas, ou qu'elle ne veut pas connaître. Ou qu'elle ne veut pas connaître, ou qu'il y ait carrément une connivence. Alors, c'est pécunier, c'est pour se faire connaître. Il y a plusieurs raisons, mais vous avez raison dans les différentes pistes que vous indiquez, c'est évident. Ça peut être tout à fait pour des raisons pécuniaires, ça peut être parce qu'ils ont peur de désigner l'ennemi et qu'ils trouvent plus confortable de hurler avec les loups. Ça peut être beaucoup de choses. À la limite, les consciences, c'est pas à nous de le sonder. C'est pas à nous, ça sera fait plus tard, par quelqu'un d'autre. Et nous, ce qui nous intéresse simplement, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils écrivent. Point. Entendu. Le pape, question suivante. Je te laisse la oui, le pape est actuellement accusé ouvertement d'hérésie par une vingtaine de théologiens et universitaires catholiques. Quel est votre raisonnement sur cette affaire ? C'est pas nécessairement raisonnement, mais pas position, disons. C'est que, c'est normal, il était temps quand même. Incontestablement, le parcours de François est absolument invraisemblable. Ça devient de l'hérésie totale et intégrale. Pour lui, apparemment, il n'y a qu'une seule chose qui intéresse l'humanité, c'est les migrants. Il faut les faire venir, mais qu'il les prenne chez lui dans son appartement. C'est invraisemblable. Et alors, ça rejoint tellement l'éditorial que j'avais fait dans La Politique au moment de la démission de Benoît XVI. Rappelez-vous le titre, ils l'ont eu. Oui. Je vais rappeler encore une fois comment ça s'est passé. En résumé, janvier 2013, on apprend que la Banque d'Italie refuse désormais toute transaction avec la Banque Vaticane. Le lendemain ou surlendemain, on apprend que Benoît XVI démissionnait. Le lendemain de sa démission, on apprend que la Banque d'Italie renoue les liens avec la Banque Vaticane. C'est pas l'explication, ça ? Et suite de l'affaire, c'est François qui est élu. Oui, s'ils l'ont eu, c'est qu'ils... Donc ils l'ont eu, ils l'ont dégagé pour qu'il puisse devenir un homme comme François. Ça devait être lui au départ, François qui devait être le pape. Il est évident que Benoît XVI était un moderniste, qu'il n'avait pas tout compris encore ou qu'il n'osait pas aller plus loin. Parce que le Vatican lui-même est tellement infiltré, vérolé, etc., que ça ne devait pas être évident de faire ça. Rappelez-vous tout de même un certain Jean-Paul Ier. Comment il est mort. Les gens sérieux, les historiens sérieux disent carrément qu'il a été suicidé. Donc assassiné. Donc voilà, c'est ça le drame de l'Église. Et le drame de l'Église, c'est encore une chose sur laquelle je reviens très régulièrement. Drame de l'Église parce qu'elle n'a plus aucun pouvoir temporel sur lequel s'appuyer qui la défende. D'où la nécessité de la Révolution dite française. Quel était le rôle de la France ? D'être le défenseur de la chrétienté. Le nombre de rois qui ont fait basculer l'histoire en défense de l'Église. Ça commence avec Clovis contre les Ariens, l'hérésie du Moinarius. Ça continue avec Philippe le Bel, et tant d'autres. C'était une entraide mutuelle. C'est une entraide mutuelle, et c'est pas par hasard, je ne me rappelle plus quel est le pape qui a inventé la formule de la France fille aînée de l'Église. Aux yeux des critères d'aujourd'hui, des chrétiens d'aujourd'hui, le comportement des rois très chrétiens de France était quelque peu brutal. Aujourd'hui, on crierait au scandale si le moindre homme politique français proposait de faire ce qu'ont fait les rois de France. C'est un comportement normal, c'est aujourd'hui que les gens sont mous. Mais bien entendu, ils trahissent leur histoire.
Et ils trahissent leur religion. De toute façon, la politique, c'est pas une histoire d'enfant de cœur. Alors, ça s'enchaîne parfaitement à la question suivante. La souveraineté du peuple est-elle une hérésie? Alors, j'ai trouvé, quand vous m'avez posé cette question, j'ai trouvé ça une excellente question. Parce que ça permet de revenir encore aux définitions. Est-ce que le pouvoir, l'autorité réside dans le peuple? Non, c'est pas possible. Pour une raison très simple. C'est que depuis, on en a parlé tout à l'heure, à l'occasion d'une des questions, depuis la Révolution dite française, le pouvoir du peuple se limite à son bulletin de vote. Donc il vote en fonction des informations qu'il a eues par la presse. Et je repose à nouveau la question, qui tient la presse? Qui tient la presse? Et on sait très bien, pas besoin de faire un dessin, tient le vote du citoyen. Donc ce n'est pas le citoyen qui a une autorité, ce sont les lobbies qui sont derrière la presse, là, qui ont l'autorité. Donc l'autorité du peuple, ça n'existe pas. Et la seule autorité qui existe, et c'est d'ailleurs ça qui faisait la spécificité de la monarchie française, c'est que les rois de France étaient les représentants de Dieu pour incarner la volonté du Créateur. C'est toute la démarche chrétienne. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a eu la Révolution dite française pour détruire cette notion, qui était la véritable notion du véritable pouvoir, et au nom de quoi on devait et on pouvait gouverner. Pour le bien commun. Vertical. Pour le bien commun. Donc vertical, transmission verticale. Et non pas une autorité qui remonte d'en bas. Pyramidal. L'autorité vient d'en haut. Escada a récolté une certaine somme d'argent à travers les événements organisés via Civitas, dont la fête du pays réel. Que va devenir cet argent récolté alors qu'il ne présente pas de liste aux européennes? Oui, alors c'est effectivement très curieux. J'ai eu plusieurs personnes qui se sont étonnées auprès de moi en me disant « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent ?» Parce que, bon, on a déjà parlé de sa tactique avec les fêtes du pays réel, où il invite toutes les tendances possibles et imaginables, sauf moi, bien entendu. Ce qui fait évidemment des entrées supplémentaires, puisque chacun ayant son public, ce public se précipite pour voir leurs idoles. Donc il y a de l'argent qui circule là. Bon. En plus de ça, sous prétexte qu'il allait présenter une liste aux européennes, il a demandé aussi des subsides pour pouvoir présenter cette liste. Et puis à la veille de clôture des listes, on apprend qu'il n'allait pas présenter de liste. Bon, d'accord. Mais l'argent qu'il a récolté, que va-t-il en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'il va s'en servir pour les municipales de l'année prochaine ou Il n'y a rien d'annoncé de toute façon, mais il y a un petit problème là. Bon, sur le problème financier concernant Escada, c'est pas la première fois qu'un certain nombre de personnes se posent des questions. Moi, je sais que déjà, quand j'étais en Belgique, j'avais déjà entendu parler de ça. N'oublions pas que c'est tout de même un petit Belge, une fois. Qu'il vient des milieux de la nouvelle droite. C'était son premier positionnement. Et puis, à la limite, il me fait penser, au point de vue démarche, à la démarche des néoconservateurs américains. Qu'est-ce que c'est que les néoconservateurs américains? Je vais revenir là-dessus à cette occasion. Ce sont d'anciens trotskistes juifs qui se sont rendus compte que leur salade trotskiste, ça ne marchait pas auprès des Américains. Alors ils sont présentés en néoconservateurs. Ben voilà, notre Escada, je ne dirais pas national, européen, avec ses origines tout de même très nouvelle droite, fait déjà en Belgique une reconversion du côté de la fraternité Saint-Pédis. Donc, c'est pour ça que je donne cette comparaison avec les néoconservateurs. Donc c'est une espèce de coucou dans nos milieux, qui se sert de nos milieux
pour ses affaires personnelles. Et là encore, j'ai eu un écho hier lors de ma discussion avec Bourgeon, qui confirmait tout à fait ça, et qui me disait que Escada était connu dans ce genre de magouille. Il engage des gens pour faire un certain travail, et il oublie de les payer. Ce qui fait qu'à un certain moment, il m'a sorti un certain nombre de noms, je ne les ai pas notés sur le moment, mais à la limite, c'est pas nécessaire de donner leur nom, mais ce sont des faits, il est connu comme ça. Donc l'argent par ici... J'ai une petite anecdote, je me suis abonnée à Civitas et j'attends encore leur numéro. Ah ben, dites-le plus fort, Diane. Une petite anecdote, je me suis abonnée à Civitas et j'attends encore leur numéro. J'ai fait un mail de réclamation, on m'a envoyé une copie d'écran comme quoi mon abonnement avait bien été débité. Ah oui, je le sais bien, mais pas de réponse. Mais à mon avis, à part le vent qu'il fait médiatiquement, il n'y a rien. Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut mettre en garde les braves gens qui croient encore au miracle de la grande union nationale. Il n'y a pas de grande union nationale, vous savez très bien quelle est ma position là-dessus. On ne peut créer une force que cohérente, pas avec des morceaux épars de telle ou telle et telle tendance. Surtout qu'apparemment il est de plus en plus isolé, Escada, au niveau politique. Avant, ses alliés, même si vraiment, c'était pas vraiment les meilleurs, là, enfin, pour prendre l'exemple, justement demain il y a l'hommage en l'honneur de Jeanne d'Arc. D'habitude, il avait à ses côtés le Parti de la France. Donc là, maintenant, cette année, ils font Bonaparte. Il y avait aussi Ivan Benedetti qui lui avait tendu des perches. Il les a toujours refusés pour, on ne sait pas trop quelle raison. Et voilà, là maintenant, il se cramponne. Pour la fête du pays réel, c'était Le Pen et Soral. Et puis notamment aussi, après, sinon, c'est Roland Illy, Synthèse nationale, c'est la nouvelle droite, quoi. On en revient toujours à ça. Et ces gens-là n'ont aucune ligne politique, ils ne proposent rien. Supposons un moment qu'ils arrivent au pouvoir. C'est franchement une supposition. Qu'est-ce qu'ils feraient comme politique? Il n'y a rien comme programme chez eux. Ils n'ont pas de doctrine. Ils n'ont que des intérêts économiques pour leur poche. Et alors, est-ce que ne proposant pas de liste aux européennes, Civitas a voulu laisser la place, par exemple, à la liste de la Reconquête de Vincent Vauquelin? Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Qu'est-ce que c'est que ce bidule? C'est du n'importe quoi. C'est une supposition. Enfin, il faut toujours des cocus et des escroquets pour faire vivre les escrocs. En tout cas, aujourd'hui, il n'a pas encore appelé à voter pour eux. Escada. Non, il n'a pas appelé à voter pour Reconquête, contrairement à Benedetti et à certains du Parti de la France. Très bien. Alors, question internationale. Pouvez-vous donc revenir sur George Washington et ses procédés qu'il usa pour la possession du Canada? Exactement. Donc c'était avant la création des États-Unis et Washington était un officier anglais. Et c'était lors de la guerre qu'il y a eu entre l'Angleterre et la France pour la conquête tout au moins d'une partie du Canada. Une partie qui était déjà française et une autre partie qui était en litige, qui était tout de même sous la coupe des Français, mais que les Anglais voulaient récupérer. Et alors là, il y a eu un comportement absolument indigne de Washington, c'est à ça que je faisais allusion. Et je vais répondre tout au moins en partie à la question par une lettre que j'ai reçue tout dernièrement. Et alors là, vraiment, c'est une chose qui me sidère, c'est que la plupart du temps, chaque fois que je soulève un problème, j'ai un, deux ou plusieurs intervenants qui me disent « voilà, vous ne savez pas si bien dire, voilà ce que je sais à ce sujet, etc. » et qui apportent de l'eau au moulin à ce que j'avais dit. Alors j'ai reçu cette lettre il y a quelques jours, et c'était justement à la suite de ma conférence du mois dernier, qui revenait justement sur la traîtrise du franc-maçon George Washington. Et il disait ceci. Dans votre dernière conférence, vous avez dit que vous donneriez la version de l'ignominie de George Washington sur l'officier Coulon de Jumonville.
J'ai vécu aux États-Unis et là-bas, j'ai entendu parler de cette histoire. Je suis étonné parce qu'en France, ce fait est totalement occulté. Les Américains eux-mêmes aimeraient bien savoir ce qui s'est passé. La seule chose de sûre, c'est qu'il y eut une embuscade sur les Français et que Coulon de Jumonville a été exécuté après celle-ci. Ce sont des militaires. On exécute un prisonnier? Premier comportement déloyal, pour pas dire plus. Donc c'est contraire aux lois de la guerre. Par la suite, Washington a été capturé par les Français et il a écrit une lettre relatant ces faits. Alors, petite parenthèse, quand Washington a été fait prisonnier par les Français lui ont fait promettre de cesser ses traîtrises que Washington a signé, et il a continué. Donc voilà le personnage de Washington. J'en ai plus là-dessus d'ailleurs, parce que la même personne m'a envoyé un courrier encore beaucoup plus intense. Mais je vais continuer ce qu'il m'a envoyé cette occasion-là. C'est la partie la plus intéressante de ce témoignage. Voilà ce qu'il disait. J'ai essayé d'y avoir accès, mais je me suis donc à la documentation en France. J'ai essayé d'y avoir accès, mais je me suis fait jeter parce que je n'étais ni historien ni journaliste. On m'a demandé comment je connaissais l'existence de cette lettre. Et quand j'ai dit que je l'ai su par les Américains, on m'a répondu « il n'aurait pas dû ». Je connais des détails sur cette affaire, si vous voulez, je me tiens à votre disposition. Donc voilà la liberté dont on dispose en France quand on veut creuser un sujet. Et ça là, rejoint ce que me disait mon père à une certaine époque, quand il faisait des recherches à la Bibliothèque nationale sur des documents maçonniques. Il y a des documents qui sont inaccessibles, sauf si l'obédience qui est concernée par cette recherche donne l'autorisation. Voilà, la liberté d'informer. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant cette réaction, d'autant qu'il m'a apporté d'autres munitions concernant le sujet, mais ça fera l'occasion certainement d'un petit article dans la politique, et probablement j'en parlerai prochainement dans entretien ou conférence. Le temple satanique est maintenant officiellement reconnu comme une église légitime et exonéré d'impôts par le fisc américain. Trump permet-il cela sciemment ? Je ne sais pas si c'est sciemment ou pas, mais enfin c'est tout de même curieux. Rappelez-vous de ce que je disais à l'époque où Trump a commencé à émerger. Je n'ai jamais été un partisan de Trump. Comment il se fait que j'arrive à repérer les individus et l'aspect douteux de ces individus alors que tant d'autres tombent dans les panneaux? Je ne sais pas comment je fais. Mais alors déjà, a-t-il le pouvoir d'accréditer ou pas? Alors, non, c'est impressionnant. Alors en plus de ça, remarquez tout de même cette légitimité démocratique. De quel droit est-ce qu'on utilise l'argent des Américains pour subventionner une église satanique? Il y a un problème là. Ouais, enfin, c'est une nation très suspecte dès le début. Ah, bah, évidemment. Bah, évidemment, on sait très bien que derrière la maçonnerie, il y a tout de même un petit... Puis même aussi, un petit cornu. Comme ils sont protestants aussi là-bas aux États-Unis, il faut quand même rappeler le père fondateur Luther là, qui disait qu'il avait parlé avec le diable, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais justement. Non, très juste. Excellent rappel. Excellent rappel. Donc ce n'est absolument pas normal que des Américains, qui ne sont pas nécessairement d'accord pour cela, payent avec leurs impôts l'existence d'une église satanique. C'est invraisemblable. Ça définit l'Amérique, ça, d'aujourd'hui. De toute façon, c'est, si j'ose dire, à l'ère du temps, ne sommes-nous pas dans un monde vraiment satanique, là? Ah, nous sommes dans un monde satanique. Que ce soit aux États-Unis. Sur le plan mondial, nous sommes dans une ère satanique. Et pour répondre à un certain nombre de calomniateurs de Vladimir Poutine, parce que j'en reçois, je dirais pas tous les jours, mais « Ah, mais Vladimir Poutine, il est juif. Ah, mais Vladimir Poutine est ceci. Ah, mais... »
Bon, la thèse de Pierre Hillard. Et j'ai beau leur dire, oui, mais enfin, tout de même, observez ce qu'il a fait au Moyen-Orient. C'est lui tout de même qui a liquidé Daesh et compagnie, alors que sous les Américains, ça a progressé allègrement. Regardez comment il remet à l'honneur l'Église orthodoxe en Russie. Remarquez comment il a désigné les assassins de la famille impériale à Ekaterinenbourg, etc. Il a nommé tout de même les assassins, qui n'étaient pas des orthodoxes ni des catholiques, mais qui appartenaient à une autre religion, des terroristes juifs. C'est tout de même Poutine. Alors si les juifs d'origine, je dirais très simplement, mais des juifs comme ça on veut bien. On lui reproche aussi donc d'avoir... la bêtise de nos milieux à ce sujet-là, je trouve ça, alors bêtise pour certains qui répètent bêtement ce que certains disent, Jean-Pierre Hillard, qui a toujours refusé d'ailleurs de débattre avec moi à ce sujet-là. Encore un. La bêtise. Des faits. Pas des théories, des faits. Et les faits sont là. On reproche à Poutine d'avoir laissé la statue de Lénine, je crois, sur la place rouge. Ouais. Entre autres. Ça fait partie de l'histoire russe, c'est comme l'attitude de Poutine vis-à-vis du Troisième Reich. Évidemment, tous les adorateurs d'Hitler... D'avoir fait une loi équivalent Guesso. Je sais. Alors, il est évident que Poutine a des forces considérables contre lui aussi. Alors, je pense aussi que par moment, il doit essayer de donner un peu de lest. Ça, incontestablement, c'est un fait, je ne peux pas le nier, c'est pas du tout mon intention de le nier, mais moi, ce que je regarde, c'est la totalité de son action. On ne peut pas dire qu'elle soit favorable. Il faut tout de même rappeler que c'est Berel Lazar, le grand rabbin de Russie, lui est tombé en bras raccourcis quand la Russie a donné les missiles S-300 qui font que maintenant Israël n'ose plus bombarder la Syrie. Hein, tombé en bras raccourcis. Ça, ce sont des faits. Alors, il y a des petites choses évidemment qui semblent un peu incompatibles, mais d'un autre côté, il faut voir aussi que parmi ces milieux qui ont été visés par cette loi contre le révisionnisme, beaucoup de ces milieux en Russie sont anti-Poutine. Donc en fait, c'était contre des gens qui lui sont hostiles qu'il a réagi. Comment ça a été traduit exactement, je ne sais pas, mais n'oubliez pas la vieille formule. Traduttore, traditore. Celui qui traduit peut trahir. Et rappelez aussi qu'il est, on peut dire oui, quasiment menacé de mort par la ministre de la Justice. Tout à fait. Comment elle s'appelait, le prénom, je ne me rappelle plus, mais Madame Shakel, je me rappelle. C'est ça. Qui avait dit que si Poutine n'obéissait pas à Israël, ce serait sa fin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout à fait. Le Sénat de Floride a adopté à l'unanimité une loi contre l'antisémitisme. Un commentaire? Mais je trouve ça remarquable. Parce que comme complément à la question précédente, c'est remarquable. D'un côté, on autorise et on subventionne l'Église satanique, de l'autre côté, on interdit les écrits antisémites. Vous ne trouvez pas qu'il y a un rapport entre les deux? Non? Petit, oui. Il y a un dénominateur commun. Voilà. Il y a un fil conducteur. Un fil conducteur. La police de Winnipeg a arrêté les 3 propriétaires du café Bermax pour avoir mis en scène un crime antisémite dans leur établissement. N'est-ce pas ce genre de manipulation que vous dénoncez régulièrement? Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie de leur stratégie de victimisation, à tort ou à raison, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes de pseudo-agressions. Moyennant quoi les pouvoirs publics aux ordres éditent des lois pour réprimer davantage toute dénonciation des agissements de cette communauté. D'ailleurs, hier, je crois, le 10 mai, c'était les 19 ans du cimetière profané de Carpentras. Petit rappel. Ouais. Puis il faut rappeler aussi que 9 fois sur 10, les agressions antisémites sont des fausses. Hein. Mais justement, c'est ça que je veux dire, exactement.
Ben, on a des multiples exemples. Et c'est tout de même amusant que c'est la police française, malgré tous les ordres qu'elle peut avoir, qui découvre quand même... C'est pas français, c'est canadien. Oui, ça c'est canadien, mais en France, en France, il y a eu de nombreux exemples, encore tout récents. Encore tout récent, c'est la police française qui dit c'est une fausse agression. Et alors, Volodymyr Zelensky est le nouveau président juif d'Ukraine. Que dire du personnage? Bon, j'en sais pas grand-chose de plus que ce que les médias en ont dit. C'est un ancien homme de théâtre, comique, etc. Puis ça, ses origines, c'est curieux. Je vois pas très bien à quoi ont joué les Ukrainiens. Et je crois que s'il a été élu, c'est simplement par un rejet massif de la politique de Poroshenko, qui est le fruit de la révolution de Maïdan. Et la révolution de Maïdan, rappelez-vous ce que l'on avait révélé à l'époque dans la politique et lors d'entretiens et autres. C'est une révolution faite par les Américains et par Israël, pour essayer d'affaiblir la Russie. Toujours la même chose, c'est la vieille obsession de Zbigniew Brzezinski et de Kissinger, entre autres, affaiblir la Russie. Or, l'Ukraine, c'est tout de même un des berceaux de la Russie. Alors j'ai 2 petites questions à rajouter de dernière minute. Au Burkina Faso, il y a 2 commandos marines qui ont été tués pour la libération de 2 otages invertis qui étaient certainement en lune de miel. L'armée a-t-elle perdu le sens des priorités? Ou est-ce que c'était vraiment dans son rôle? C'était ordonné par Macron. Mais voilà, exactement, ma chère Diane, vous n'avez rien compris. Non, j'ai rien compris, donc. La priorité pour le pouvoir qui donne les ordres à ces malheureux militaires, c'est de défendre les avertis. Écoutez, quand on a un président tel qu'on l'a, allez vous étonner. Donc Diane, vous n'avez pas compris, ma chère. Vous êtes un peu innocente. Ah oui, non. Ça me révolte. Je suis innocente, mais donc, non, mais moi, ça m'a fait. J'ai vu la nouvelle ce matin, j'étais en train de prendre le petit déjeuner à mon hôtel, et j'ai vu la tête de ces deux militaires français, de beaux gars, bonne tête, beau regard bien droit, et voilà, ils sont allés se faire tuer pour libérer 2 avertis. Moi, ça me rend fou de rage. Ça, on voit vraiment la situation actuelle. Non, mais on voit l'état de perversion de notre pays. Ouais. Et donc c'est Macron qui a donné l'ordre. Oui. C'est pour ensuite peut-être se faire mousser en disant regardez, on sauve des otages. Oui. Non, mais je sais pas, juste avant les élections. Et puis vis-à-vis de tout son clan d'invertis, voyons. Oui, bien sûr. Il a certainement, le téléphone a dû sonner. Président, il faut libérer mes amis, etc. Non, mais est-ce que c'est Sodome et Gomorrhe. Ouais. Et une dernière question, c'était un petit éphéméride, puisque nous sommes le 11 mai, et il y a 32 ans, jour pour jour, s'ouvrait le procès du monstre Klaus Barbie. Le premier procès en France tenu pour crime contre l'humanité. Est-ce que cela vous évoque un commentaire ou une réflexion particulière? Alors, Barbie, je connais un petit peu tout de même l'histoire, c'est évident. Mais là encore, c'est l'histoire revisitée à la lumière de l'écrite écrite par les vainqueurs. Parce qu'on l'accuse d'avoir tué Jean Moulin, c'est ça? Que voulez-vous? Jean Moulin, il avait une ligne politique qu'il défendait. C'était sa responsabilité. Il s'est fait coincer par les gens qui n'étaient pas d'accord avec cette ligne politique. Je regrette beaucoup. Quand on s'engage en politique, il ne faut pas s'étonner de ce qui vous arrive. C'était la guerre, quoi. Si jamais un jour on m'attaque, qu'on me casse la figure, comme certains voudraient bien, y compris dans nos milieux, ou que je reçois une balle dans la peau, je dirais que je ne l'ai pas volé, parce que j'ai tout fait justement pour dénoncer l'ennemi. Alors on ne vienne pas pleurer après. Oui, mais comme l'histoire écrite par les vainqueurs. L'histoire écrite pour les vainqueurs, c'est bien là-dessus qu'il faut insister, justement. Et il est évident que dans toutes ces guerres civiles, personne n'est blanc-blanc. Je ne vais pas défendre le comportement de certains pour ne pleurer que soi-disant certaines victimes. Parce que ce sont des victimes qui ont peut-être bien mérité ce qui leur est arrivé. Alors qu'on arrête de pleurnicher comme ça. Puis l'histoire écrite pour les vainqueurs, c'est jamais très fiable.
Très bien, nous en avons terminé ici. Merci monsieur. Ah bah, j'ai l'impression qu'on a touché à des sujets quelque peu chauds, brûlants. Merci Diane, merci Paul. Merci à vous. Merci monsieur Pocarsac. Et donc on va se retrouver cet après-midi pour la conférence dont le titre est l'incendie de Notre-Dame de Paris ou la théorie du complot. Alors, attendez, coupez pas. J'ai eu un écho tout dernièrement sur Facebook. Apparemment, une vieille connaissance, un certain Franck Abed, quand il a vu l'annonce de la conférence, j'ai pas très bien compris, c'est pas très clair. Certainement, il n'a pas osé. Mais enfin, il avait l'air de ricaner un petit peu sur l'incendie de Notre-Dame, théorie du complot. Alors, il y a un de nos fidèles, qu'on va voir cet après-midi d'ailleurs, qui lui a dit « Mais vous seriez tenté de venir à la conférence de M. Plancard-Lassalle ?» « Ah non, certainement pas. » Alors, je ne sais pas ce qu'a voulu faire le Franck Abel, mais je vais en profiter tout de même pour rappeler aussi ses origines. Oui, il voulait se moquer de vous. Vous êtes un Ah oui, tout à fait. C'est toujours la tactique de ces gens-là. Ils ne peuvent pas répondre aux démonstrations que l'on fait sur base de leur propre texte, etc. Donc, ils essayent de moquer. C'est leur seul de moquer ou silence, etc. Je trouve ça très intéressant, ces démonstratifs qui sont incapables de répondre à mes analyses. Bravo, qu'ils continuent. Donc, voilà. Donc, ce qui m'amuse en ce moment, c'est le nombre de gens qui essaient de se rapprocher de moi après m'avoir quelque peu critiqué. Curieux. C'est curieux comme le poids de l'audimat que j'ai aujourd'hui fait réfléchir un petit peu les gens. Ils auraient dû réfléchir un petit peu plus tôt. Des fois. Fort bien, merci monsieur Plancard. Merci à vous et bon, la suite au prochain numéro.